Mesdames et messieurs, bonjour et soyez le bienvenu pour votre émission littéraire Les livres, c'est magique, au sommaire de cette 4e émission. Que lire ce week-end? C'est un classement de livres pour les personnes qui s'ennuient le week-end et on a choisi de vous faire une sélection de livres à lire pendant un week-end. Plume libre, quand la littérature brise les chaînes, ce sera une rubrique qui parlera de la liberté d'expression dans la littérature. On parlera de plusieurs livres qui ont fait beaucoup parler. Et on finira cette émission par notre rubrique L'encre et l'âme. J'aurai le plaisir d'interviewer Déborah Lévy-Bertherat. Un programme riche en émotions et en découvertes. Restez avec nous et plongez dans l'univers fascinant de la littérature. Les livres nous donnent des ailes et aujourd'hui on va voler ensemble vers des univers fascinants. Et merci d'être avec nous pour les livres, c'est magique. On débute tout de suite cette émission avec notre rubrique Que lire ce week-end. Alors pour cette rubrique, on vous a choisi un livre, c'est L'étranger d'Albert Camus. Alors la présentation du livre, paru en 1942, L'étranger est un tribunal romain qui convient à Meursault, un homme indifférent aux conventions sociales et aux émotions attendues par la société. Après la mort de sa mère, il se retrouve impliqué dans une affaire de meurtre sur une plage algérienne. Son détachement face aux événements et au jugement des autres le conduit à un procès où il est jugé autant pour son crime que pour son manque d'émotion. Alors pourquoi c'est bien? Parce que déjà c'est court et c'est efficace, il fait environ 150 pages et il est idéal pour un week-end. C'est un style simple et percutant, pas de fioritures, une écriture fluide et directe, un livre marquant, il soulève des questions sur l'absurde, la liberté et la société, et un personnage fascinant, Meursault est unique, détaché, sincère, mais incompris. Alors les points négatifs. Le ton froid peut déstabiliser, Meursault ne ressent ni tristesse ni joie, ce qui peut frustrer certains lecteurs. Un roman philosophique, il faut aimer la réflexion sur l'absurde. Pourquoi faut-il le lire? C'est un livre clé de la philosophie de l'absurde. Camus y explore l'idée que la vie n'a pas de sens suscité et que chacun doit y trouver sa propre signification. C'est un roman qui fait réfléchir et qui reste d'actualité. Il est pour quel public d'ailleurs? Le public, c'est ceux qui veulent un roman rapide et percutant, les amateurs de philosophie et de réflexion existentielle, et ceux qui aiment les histoires dérangeantes mais fascinantes. C'est donc une lettre idéale pour un week-end qui ne laissera personne indifférent. Allez, après quelques idées, on continue avec notre rubrique Plume libre, quand la littérature brise les chaînes. C'est parti. La littérature a toujours été un espace de liberté, une terre où les idées s'expriment sans entrave, où les tabous sont questionnés, où les mots ont le pouvoir de déranger. Mais si l'écrit est une arme redoutable, il est aussi une cible. Partout dans le monde, des livres sont interdits, des écrivains censurés, menacés, parfois même assassinés pour avoir osé écrire ce que d'autres voulaient taire. Quelle est la place de la liberté d'expression en littérature aujourd'hui? C'est la question qu'on a voulu se poser pour cette nouvelle rubrique. Est-elle menacée? Qui sont ces auteurs qui se battent, plume en main, pour dire l'indicible? Quand écrire devient un acte de résistance. Depuis toujours, les écrivains sont les premiers à être réduits au silence lorsque les libertés reculent. Victor Hugo a connu l'exil pour avoir dénoncé Napoléon III. Voltaire, avec ses pamphlets et son engagement contre l'intolérance, a été emprisonné à la Bastille avant d'être contraint à l'exil. Émile Zola, avec son célèbre J'accuse, a dû fuir la France après avoir défendu Alfred Dreyfus dans un contexte d'antisémitisme et de corruption d'État. Mais au-delà des siècles passés, le combat pour la liberté d'expression continue. Salman Rushdie, après la publication des versets sataniques, a vécu sous la menace d'une fatwa pendant des décennies et a été violemment agressé en 2022. Anna Politkovski, journaliste et écrivaine russe, a été assassinée en 2006 pour avoir déclaré les exactions de Tchétchénie. Liu Xiaobo, prix Nobel de la paix, a passé des années en prison en Chine pour avoir défendu la démocratie, ses écrits étant bannis du pays. Écrire peut coûter la vie, mais c'est aussi un acte de courage et de vérité. Par exemple, on va vous donner des livres qui dérangent. Certains ouvrages ont marqué l'histoire par leur audace et leur volonté de briser le silence.
1984 de George Orwell, une dénonciation glaçante du totalitarisme et de la surveillance de masse. Aujourd'hui encore, il est censuré en Chine et en Corée du Nord. L'archipel du Goulag d'Alexandre Solzhenitsyn, un témoignage implacable sur la répression soviétique. L'auteur a été expulsé de son propre pays pour ce livre. Il y a également American Psycho de Bret Easton Ellis en 1991, interdit dans certains pays et vendu sous plastique en Australie pour sa violence et sa critique acide du capitalisme. Chaque époque voit apparaître des œuvres qui dérangent parce qu'elles dénoncent, interrogent, secouent les consciences. Alors, est-ce que c'est une liberté toujours menacée aujourd'hui ? Si nous vivons en démocratie, cela signifie que la liberté d'expression en littérature est acquise. Pas si sûr. La censure moderne. Certains livres sont retirés dans les écoles aux États-Unis pour ne pas choquer certains publics. Des plateformes numériques limitent la visibilité de certains ouvrages jugés trop polémiques. Il y a aussi l'autocensure. Face aux menaces et aux polémiques, certains auteurs hésitent à traiter des sujets sensibles. Des écrivains sont boycottés pour avoir exprimé des opinions controversées. Les écrivains toujours en danger. Dans des pays comme la Russie ou la Chine, les auteurs critiquent envers le pouvoir et risquent la prison ou pire. Même en Europe, certains écrivains vivent sous protection policière à cause de menaces. La liberté d'expression en littérature n'est jamais acquise. Pourquoi faut-il défendre la littérature libre ? Parce que sans elle, nous n'aurions pas de contre-pouvoir, pas de dénonciation des abus, pas de remise en question des dogmes, pas de respect neuf sur nos sociétés également. Lire un livre censuré, c'est déjà un acte de résistance. Soutenir les écrivains menacés, c'est défendre notre propre liberté. Écrire, c'est refuser de se taire. Alors, ouvrons les livres que certains voudraient se référer, car une société qui a peur des mots est une société qui tremble face à la vérité. Et on termine cette émission de Les livres, c'est magique avec notre rubrique L'encre et l'âme. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Déborah Lévy-Berthera. Déborah Lévy-Berthera, bonjour. Pouvez-vous vous présenter vos métiers et vos passions ? Bonjour, donc je m'appelle Déborah Lévy-Berthera, je suis autrice ou romancière, je suis aussi prof de littérature comparée et j'ai peu à peu appris à rapprocher ces deux activités et en faire deux métiers. Comment êtes-vous devenue autrice ? Quel est votre parcours ? Alors c'est un parcours qui est un peu sinueux parce que j'ai commencé à écrire très tôt des petites histoires comme beaucoup d'enfants et puis ensuite j'ai laissé ça de côté un peu parce que je m'autorisais pas à en faire mon métier et que je me sentais pas suffisamment solide peut-être pour être autrice. Je suis devenue prof, mais prof de littérature, donc évidemment très proche de ces questions-là, en étant près des livres, près de la lecture, faisant lire des textes et lisant les textes avec mes élèves puis mes étudiants et en essayant de voir comment c'était construit, comment c'était fait. Donc il y a toujours eu la lecture, il y a toujours eu la passion des livres et en particulier des histoires. Et puis j'ai fini très tardivement par me dire que ce serait bien de publier et donc d'essayer de vraiment finir un manuscrit pour le présenter à un éditeur. Et voilà, donc j'ai maintenant 4 romans publiés, mais j'ai commencé à 50 ans. Dans quel état d'esprit vous trouvez-vous avant de commencer un nouveau projet d'écriture ? Avez-vous un rituel particulier pour entrer dans l'inspiration ? J'aimerais bien. J'aimerais bien parce que si j'en avais un, ça serait un peu magique. Je me dirais, je vais accomplir ce rituel et ça marchait. Mais en fait, c'est beaucoup plus tâtonnant que ça. Parfois, j'ai besoin d'un petit carnet. La plupart du temps, je travaille sur l'ordinateur. Parfois, je dicte parce que je pense à quelque chose en marchant. Je dicte dans mon téléphone. Je crois qu'en fait, le vrai rituel, c'est pas vraiment un rituel, c'est que je travaille surtout sous pression. Et que donc, quand il faut que je finisse quelque chose, je vais vraiment accélérer et m'y mettre. Et dans ces cas-là, j'ai même plus besoin de silence, j'ai même plus besoin de calme. Je peux écrire à peu près n'importe où. Pouvez-vous choisir un de vos livres et nous le présenter ? Donc, les 4 romans ont en commun d'avoir tous une plongée dans l'histoire
qui est toujours une histoire personnelle et en même temps une histoire collective, une histoire commune. Alors le premier que j'ai écrit, qui s'appelle Les Voyages de Daniel Ascher, c'est l'histoire d'un homme qui a grandi, on l'apprend petit à petit parce que c'est construit comme une enquête. Il a grandi caché dans une ferme, puis adopté par une famille française. C'est un enfant juif, un de ses enfants cachés, et incapable de raconter sa propre histoire parce qu'elle est traumatique, il devient écrivain et il commence à écrire des romans d'aventure pour la jeunesse. Et sa petite nièce, qui lit ses romans et qui enquête sur son grand-oncle, va comprendre petit à petit que l'histoire de son grand-oncle est en fait cachée dans les romans. Et donc, il faut décrypter en quelque sorte ces romans pour trouver voilà, c'est une espèce d'archéologie comme ça du texte. Si vous pouviez imprimer une seule phrase de votre travail et l'afficher dans votre maison ou en public, laquelle choisiriez-vous et pourquoi? Donc c'est une phrase tirée de Sur la terre des vivants. Les descendants, on le sait, ne posent pas de questions. Ils ont peur de réveiller les fantômes, de remuer dans la plaie de leurs aînés le couteau ou la grande hache de l'histoire. En vérité, ils craignent surtout d'être blessés eux-mêmes par ce qu'ils entendraient. Je pense que c'est un peu une clé de ce livre et de beaucoup de livres, en fait, et peut-être même plus généralement de l'histoire de beaucoup de familles où il y a des secrets cachés. Je pense qu'il n'y a pas de famille où il n'y a pas de secrets cachés. On ne pose pas de questions et il y a des silences comme ça qui verrouillent des placards avec des squelettes à l'intérieur. Et évidemment qu'il faut essayer de les ouvrir et qu'il faut essayer de les raconter, et ce n'est pas toujours possible, et parfois les ouvrir, ça fait plus de mal que de les laisser fermer. Voilà, donc je pense que c'est peut-être un poids et en même temps voilà une richesse que ces secrets et le devoir de les révéler. Parfois, écrire, c'est explorer des émotions ou des pensées cachées. Avez-vous déjà écrit quelque chose que vous trouvez surprenant? Oui, probablement. On se laisse entraîner en fait quand on écrit, donc on se retrouve avec déjà parce qu'on se glisse dans la peau des autres, donc on va se mettre à la place d'un vieil homme quand on est jeune, une jeune femme, et inversement, on va se remettre dans la peau d'un enfant alors qu'on est adulte, et donc on se laisse surprendre soi-même par ce qu'on trouve. Par exemple, j'ai imaginé que ma grand-tante Irma, qui est née en 1903, avait pu visiter en 1909 une exposition qui a eu beaucoup de succès à Hambourg à ce moment-là, et qui était ce qu'on appelait des expositions ethniques, c'est-à-dire en fait un zoo humain, où il y avait tout un village venu d'Éthiopie qui avait été transporté en Europe et qui était exposé, c'est-à-dire que les gens faisaient des espèces de petits spectacles où ils étaient censés revivre la vie de leur village, faire des danses, piler le mil, etc. Et il y avait des huttes qui avaient été reconstruites. Donc c'est quelque chose qui est monstrueux, qui est d'une certaine façon préfigure les camps de concentration. Bon, pas la Shoah, ils n'étaient pas là pour être tués, mais c'était quand même profondément colonial et profondément violent. Et j'imagine qu'elle, qui avait 6 ans à ce moment-là, y est très probablement, enfin, ça me paraît très vraisemblable qu'elle y soit allée avec sa famille. Et donc, je me suis mise dans sa tête, après avoir beaucoup regardé de photos, de cartes postales de cet événement, et je me suis dit, qu'est-ce qu'une petite fille de 6 ans peut ressentir en voyant ça? On se laisse surprendre, oui, dans ces cas-là. Quelle est la plus grande peur ou le plus grand défi que vous avez rencontré chaque fois que vous commencez un nouveau livre? Plein de peurs et plein de défis. Je pensais qu'une fois qu'on en avait publié un et que ça avait plutôt pas mal marché, on était plus tranquille. En fait, c'est presque l'inverse. En fait, on se dit qu'il faut convaincre son éditeur, voilà, qu'il faut convaincre le public. Alors l'avantage quand on a ces peurs, c'est que ensuite on est particulièrement heureux quand le livre est bien reçu et qu'on est voilà qu'on est
apprécié. Mais oui, bah, peur que ça marche pas, en gros, quoi. Peur que ce soit raté, peur de ne pas arriver au bout. Oui, donc quelque chose qui a été important pour moi, c'est les prix. Et en particulier, le prix Rosine Perrier que j'ai reçu pour le roman Les Fiancés. Parce que non seulement, bien sûr, ça met en lumière le livre, mais en plus, comme il y avait une somme qui était associée au prix, j'ai pu, grâce à ça, partir à Hambourg et faire des recherches qui m'ont permis d'écrire le livre suivant, Sur la terre des vivants. Donc ça m'a été vraiment très précieux. Merci. Merci beaucoup Déborah Lévy-Bertherat d'avoir été avec nous pour notre rubrique L'encre et l'âme. C'est la fin de cette émission Les livres, c'est magique. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag LCM. Si vous êtes passionné de lecture ou écrivain et que vous souhaitez vous faire interviewer dans notre émission, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail t-simplement1@gmail.com. Cela dit, on se dit à bientôt et vive la liberté. Bienvenue dans Les livres, c'est magique, votre émission littéraire. Partagez vos réactions avec le hashtag LCM dans les commentaires. Envoyez-nous vos vidéos, vos messages ou vos questions à l'adresse mail t-simplement1@gmail.com. Auteur, passionné de lecture, envie de participer à l'émission en interview, en visioconférence ou sur notre plateau bibliothèque, contactez-nous à cette même adresse. Et bien sûr, posez vos questions en vidéo, même pour la rubrique Que lire ce week-end. Les livres, c'est magique, là où chaque page devient une aventure.